Bonjour et bienvenue dans notre émission Terre d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Gilles Rampillon, j'ai 53 ans, je suis marié à Christelle. J'ai 2 enfants, Mathieu et Maëlys, et je suis le dirigeant d'une société sur Cholet qui s'appelle Steelprod. Gilles, à la Séguinière, parce qu'on est voisins. Donc Gilles, on va reprendre ton parcours, si tu le veux bien, qui est divers. Et c'est entre autres ce qui m'a intéressé. D'ailleurs, le mot diversité, je pense qu'il va revenir à de nombreuses reprises. Avec les études, toi, tu étais plutôt à l'aise, a priori ? Oui, j'étais fils d'enseignant déjà. Et, Moi aussi, j'étais moins à l'aise. C'est vrai. Moi, on m'a dit qu'il fallait faire des études quelque part. Je devais être un bon enfant ou un bon élève. En tout cas, j'ai fait des études. Oui, effectivement, je suis ingénieur en génie électrique. J'ai fait une classe préparatoire, ce qu'on appelle la Mathsup, Mathspé avant. Et puis, à 25 ans, j'ai été diplômé, en 24 ans, j'ai été diplômé dans une école d'ingénieur. Et à l'époque, ça existait encore, j'ai fait mon service national. Au sein d'un corps de l'armée de terre qui est l'arme des transmissions. Donc, comme je voulais pas le faire n'importe comment, entre guillemets, j'ai dit je vais devenir officier d'armée et j'ai passé pour ça ce qu'on appelle les EOR, les écoles d'officiers de réserve, où là, finalement, au bout de 4 mois, j'ai été diplômé sous-lieutenant, enfin aspirant à l'époque, et j'ai eu ma première expérience d'encadrement de jeunes. Donc, en l'occurrence, c'était des conscrits, des gens qui n'étaient pas forcément toujours prêts à faire cette année de service militaire. Mais ce qui m'a plu, c'est justement d'avoir des gens différents qui travaillent ensemble, qui ont un projet commun, où moi, finalement, au milieu de ces gens-là, je suis un peu la personne qui donne l'objectif. Alors, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé l'émission, c'est que c'est vraiment une première expérience professionnelle et tu as beaucoup appris et tu as découvert aussi, puisqu'avant tu es en école d'ingénieur, donc quelque part un peu formaté, tu as découvert qu'il y avait plein de jeunes qui étaient différents et ça a vraiment été une richesse. Oui, ça a été une richesse. Alors en plus, nous, on avait à l'époque des contingents, donc on savait qu'au mois d'août, on avait des étudiants, donc des gens avec un niveau général assez élevé. Et puis au mois d'octobre, et puis au mois de décembre et au mois de février, au fur et à mesure, le niveau général baissait. On voyait déjà qu'il y avait des gens différents de notre génération. Ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Et puis ce que j'ai appris aussi, c'est que même si les gens sont pas volontaires pour venir, il y a 2 façons de traiter le sujet avec eux. Soit la force ou l'aspect coercitif qui permet de leur imposer quelque chose, et à mon avis ça n'est pas le bon choix, soit leur donner le sens, l'objectif, leur expliquer un peu pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Et là j'ai été très surpris, en tout cas j'ai observé que les gens avaient adhéré au projet et donné entre guillemets ce qu'on appelle de bons ou de vrais militaires. C'était pas l'image pourtant qu'on avait là des militaires. Enfin moi à l'époque je pensais que c'était un Yamaka, fallait rentrer dans le cadre à tout prix. Non, t'as vraiment pu. Alors justement c'était aussi mon premier moment où j'ai dû un petit peu défendre un petit peu cette voie-là vis-à-vis des officiers d'actifs, vis-à-vis des sous-officiers d'actifs aussi, pour justement leur dire que nous étions des conscrits, nous étions des gens de passage et que il ne fallait pas qu'on garde une mauvaise image, mais qu'au contraire on était des gens qui apportaient à l'armée et au pays quelque chose de différent. Et donc je me suis un peu parfois mis entre mes soldats entre guillemets et les gens d'actifs pour les défendre, et c'est ce que d'ailleurs les gens appréciaient, parce qu'en fait ils s'apercevaient que même si moi j'étais d'actif, j'avais envie de donner du sens à cette année passée pour la nation. Et cette âme de leader naturel, c'était tout de suite, c'était déjà le cas. Enfin, je sais pas, par exemple au sport, est-ce que tu étais capitaine ? Oui, ça a été le cas. En fait, j'ai fait beaucoup de sports quand j'étais jeune. J'ai fait des sports collectifs et des sports individuels. Et donc, le sport collectif, c'était le football, pour ce qui me concerne. Alors, vous allez me dire, avec le nom que j'avais, c'était un peu logique, mais en tout état de cause, j'ai voulu être capitaine, j'ai voulu être au milieu du terrain, parce que finalement, c'était le lien entre la défense et l'attaque. Et puis, ce qui me plaisait, c'était l'ambiance au sein du banc, du vestiaire, comme on appelait ça à l'époque. C'était aussi prendre des responsabilités, c'est aussi expliquer, et puis être finalement un peu l'élément rassembleur de l'équipe. Et puis, c'est pour la partie individuelle, le sport individuel, ce qui m'a apporté, c'est l'engagement, l'implication. C'est vrai qu'à l'armée, on a fait preuve aussi beaucoup d'implication et d'engagement. Rien n'était simple. On a dû faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Moi, j'ai dormi par -10 dehors, par exemple. C'est un truc que je n'aurais jamais fait autrement. Et puis finalement, je m'aperçois qu'on s'en sort si on se prépare bien. Et le sport individuel, c'est ça, c'est s'entraîner pour atteindre l'objectif aussi. Bon, on va filer sur ta partie professionnelle, purement. Ta première mission, forcément, tu n'étais pas patron.
Non, ma première mission, j'étais dans un grand... Alors évidemment, déjà j'arrivais, j'ai enlevé mon uniforme et puis j'ai remis un costume. Par contre, le petit clin d'œil, c'est de se dire que tout ce que j'ai fait à l'armée, j'étais dans les transmissions, comme je te le disais, eh bien, j'ai repris un projet dans le nucléaire qui parlait quasiment des mêmes choses dans le civil. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier métier, c'était de mettre en place un parc de robots pour intervenir dans les centrales nucléaires, avec des moyens de relais, de transmission, qui faisaient qu'en fait, ces robots, on pouvait les piloter à plus de 10 km à distance, avec des caméras, des retours. Donc c'était dans les années 90, et c'était suite à l'incident de Tchernobyl. Donc c'était déjà un petit peu quelque chose d'assez technique, mais aussi innovant. Et donc finalement, j'ai pas été très surpris entre le passage de l'armée et du civil, mais j'étais effectivement dans un grand groupe où là j'ai beaucoup appris, notamment sur la gestion de projet, notamment sur la gestion de différentes entreprises, puisque j'étais une entreprise qui coordonnait finalement plein d'entreprises au service de la gestion d'un projet qui est en l'occurrence la construction de robots en site nucléaire. Ok, et l'expérience suivante ou le passage d'une expérience à l'autre, ça donnait quoi ça? Par principe, on essaie toujours de s'adapter rapidement. Ce qui est sûr, c'est que ce que je quittais avec l'armée, c'était l'esprit d'équipe, l'esprit de corps. C'était une grande famille finalement. Mais ce que j'ai retrouvé dans le civil, à travers ce projet-là, c'était aussi à travers un projet finalement de mettre en place, parce que ça n'existait pas, des liens un peu plus fraternels entre les sous-traitants et le donneur d'ordre que j'étais, pour respecter aussi qu'il y a des charges du client, mais le faire dans un bon état d'esprit, dans un état d'esprit de solidarité, un état d'esprit d'écoute, un état d'esprit de construction. Finalement, j'ai l'impression que j'ai jamais quitté cet état d'esprit depuis le début de ma carrière, jamais. Alors, si ce n'est que là, tu étais dans un grand groupe, on va parler aussi des grands groupes et des PME, parce que c'est un point très important pour toi. Donc là, tu démarres sur un grand groupe, et après, tu découvres le monde de la PME, c'est ça ? C'est ça. Alors déjà, le grand groupe, l'intérêt du grand groupe, c'est de former. Moi, j'étais tout jeune ingénieur débutant. J'ai eu beaucoup de formations. On m'a appris beaucoup de choses. Et ça, je salue vraiment la capacité et la force qu'a un grand groupe à former ses salariés. Mais néanmoins, au bout de 4 ans, je décide de quitter ce grand groupe. Et déjà, j'ai envie de prendre un peu plus de responsabilité plus vite. J'ai à l'époque 30 ans. Et je me dis, non, j'ai envie de diriger une équipe vraiment plus importante, et certainement avec des gens un peu moins diplômés, mais avec des gens très complémentaires, très différents. Et donc je décide de partir en Normandie. Donc je fais, entre la région parisienne et la Normandie, je fais 150 km à l'ouest. Et déjà, je découvre un autre monde. À l'époque, ça s'appelle le Pays de Caux. Donc, Pays de Caux, c'est autour du Havre, de Fécamp, d'Étretat. C'est une mentalité un peu dure, un peu rude, mais finalement, une fois qu'on est admis, et ce sont des gens qui sont très loyaux et très impliqués. Donc, je découvre une entreprise, une PME, qui travaille dans le milieu de la pétrochimie pour un très grand donneur d'ordre mondial, la plus grande entreprise du monde. Et nous, on est une petite PME de 40 salariés. Et donc, on a... paradoxalement, la responsabilité de la maintenance d'une partie de cette raffinerie quand j'arrive. Et ça, pour moi, c'est une vraie découverte. Alors, je découvre quoi ? Je découvre des gens qui sont extrêmement sérieux, des gens qui sont extrêmement dévoués, et puis pas forcément un encadrement qui met en avant ce genre de choses. Alors, moi, mon rôle, c'est au contraire, c'est de dire à mes clients, mais attendez, vous vous rendez compte, on est quand même votre partenaire, et il va falloir que vous nous aidiez à nous développer. Donc, c'est un peu ma mission. Et concrètement, l'entreprise avait 40 salariés. Au bout de 12 ans, on en était à 160. Donc on a vraiment développé, alors pas qu'avec ce client, mais en général quand on commence à développer avec un client, il y a d'autres clients qui se disent moi aussi je peux vous aider, ou en tout cas moi aussi j'aimerais bien que vous soyez à ce niveau-là chez nous. Donc finalement c'est assez vertueux. Et tu faisais quoi là donc Alors moi j'étais directeur d'une agence, il y avait 2 agences, une agence sur Rouen, une agence sur le Pays de Caux, Notre-Dame-de-Gravenchon, entre Le Havre et Rouen. Moi j'avais cette responsabilité de cette agence qui a explosé entre guillemets avec la maintenance industrielle, c'est-à-dire qu'on est passé du statut de petit dépanneur à celui de mainteneur d'un site pétrochimique. Alors là, j'ai recruté effectivement des techniciens supérieurs, des ingénieurs, mais toujours en gardant la base qui était là depuis des années et qui faisait son travail, mais qui finalement n'avait pas été forcément mise en avant à l'époque. Et grâce à tous ces contrats qu'on a pu développer, on a réussi à faire en sorte que cette entreprise elle soit vraiment importante, puisque c'était la plus grosse PME en électricité en Normandie, qui faisait donc 160 salariés. Alors là, toi, tu étais cadre, directeur, mais par contre, tu n'étais pas le numéro 1, tu n'étais pas l'actionnaire principal. Et tu étais actionnaire déjà ? Oui, alors voilà. Alors j'ai eu mes rencontres,
c'est aussi la chance d'avoir quelqu'un que j'ai rencontré, mon patron à l'époque, qui a détecté en moi certainement cette volonté de devenir entrepreneur et un peu plus indépendant, et donc m'a au fur et à mesure transmis des parts, enfin vendu des parts, m'a fait rentrer au centre des jeunes dirigeants en 2001, je crois. Donc déjà il s'était aperçu que j'avais cette petite flamme qui commençait à pousser en moi, qui était donc le rêve de l'entrepreneur, de faire développer son entreprise, et donc finalement j'ai été co-actionnaire. Alors certes, j'étais pas majoritaire ni à moitié-moitié, mais en tout cas j'avais déjà une part suffisante pour pouvoir faire partie, on va dire, du conseil de stratégie de l'entreprise. Et cette société, au bout de 2 ans, elle a été vendue. On avait dit qu'on ne le ferait jamais. En tout cas, moi, je ne pouvais pas aller en contre puisque je n'étais pas majoritaire. Mais mon associé avait toujours dit on ne vendra pas un grand groupe. Et puis finalement, on l'a fait quand même. Un grand groupe du bâtiment. Alors moi, je suis resté dans ce grand groupe du bâtiment, donc à Normandie, pendant 2 ans. Mais ça m'a pas beaucoup plu. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a continué à avoir des formations, comme je l'avais eu en tout début de ma carrière. Mais ce qui m'a moins plu, c'est qu'on avait des obligations, on avait des messages qui n'étaient pas très clairs entre ce qu'on nous demandait et véritablement et les moyens qu'on nous donnait, et surtout la liberté qu'on nous donnait. Et finalement, je me suis très vite aperçu que c'était la 50e entreprise reprise par ce groupe. Mais je me suis très vite aperçu que finalement, il y avait un système qui commençait à broyer l'histoire et la mentalité de l'entreprise pour faire en sorte qu'elle rentre dans le dispositif global du groupe. Ça m'a pas plu. J'ai vu aussi des gens chez moi qui partaient au fur et à mesure, et ça m'a aussi ce sentiment de fuite. C'est vraiment quelque chose qui m'a glacé. Et à un moment donné, ne pouvant rien faire, je suis moi-même parti du groupe pour reprendre une entreprise cette fois-ci. Alors là, complètement en grande difficulté parce qu'elle était en liquidation judiciaire. J'ai décidé de changer de région, je vais pas dire de métier parce que je restais encore dans l'électricité, mais de taille d'entreprise et surtout de stabilité puisqu'elle était en liquidation, donc reprise au tribunal de commerce de Nantes. Bon, c'est ce qu'on va, on va repartir là-dessus tout à l'heure sur la deuxième partie, puisqu'en effet c'est intéressant, c'est que tu quittes un grand groupe où tu as une vie royale, tout va bien, tu gagnes très bien ta vie, la stabilité, un poste important, sans doute des avantages liés au grand groupe, pour décider de reprendre pour la première fois une société qui est liquidée, donc a priori pas rentable et tout ça. Est-ce que c'est pas ça un vrai entrepreneur ? En tout cas, plein de gens autour de moi m'ont dit, effectivement, t'es sûr de ton choix? Et en fait, oui, je l'étais. J'avais envie de faire quelque chose. C'était peut-être la quarantaine, c'était dans les années 2008, donc j'avais 42 ans ou 41 ans. C'est vrai qu'on a toujours des étapes comme ça dans sa vie, mais là, franchement, oui, j'avais envie de voir ce que j'étais capable de faire sur des situations un peu plus délicates. Bon, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, ainsi que ta société actuelle. Juste, sans transition, tu as choisi quoi comme musique ? Alors moi, j'ai choisi une musique que je considère comme complètement d'actualité, qui s'appelle J'ai épousé... Ah non, tu l'as pas épousé ? Non, j'ai pas épousé, j'ai embrassé. J'ai embrassé un flic de Renault. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce que justement, en ce moment, je trouve qu'on parle beaucoup trop de violence à l'égard des policiers, ou de violence policière d'ailleurs. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on se rappelle qu'il y a 5 ans, effectivement, j'avais ces images en tête encore, les camions bleu marine qui passaient devant, au travers des manifestations pour Charlie Hebdo, où les gens applaudissaient les forces de l'ordre pour leur implication, applaudissaient leur rôle au sein des attentats, et je trouve qu'on l'a oublié un peu vite, et je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à ne pas respecter suffisamment le corps de la police et de la gendarmerie, et c'est pour ça que j'ai envie juste de dire écoutez cette musique, elle était faite par une personne de gauche, mais franchement écoutez bien les paroles et souvenons-nous de tout ce que les policiers font et ont fait pour nous et feront certainement encore demain. On écoute. Nous étions des millions entre république et nation, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic.
J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de trick. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic. Dig Radio, la radio qui vous écoute. Merci Gilles. Ça fait beaucoup de bien d'entendre cette chanson. En fait, on l'a co-choisie. Tu en avais mis 2 ou 3 et je voulais aussi écouter cette chanson avec toi. Si tu veux bien, on va reprendre ton parcours, mais rapidement, on va aller sur tes valeurs et sur ton management, parce que c'est pour ça que je t'ai invité. Parce que tu es un homme profondément humain et je voudrais que tu nous parles un peu de la façon de piloter ton entreprise. Donc, est-ce que tu peux revenir sur ta reprise d'entreprise très rapidement, la nouvelle, et puis après, moi, j'ai besoin de savoir qui c'est, Gilles, et comment il manage, parce que je sais que c'est plutôt sympa. Alors, écoute, l'expérience que j'ai eue à la reprise d'entreprise, concrètement, elle s'est vraiment soldée par un succès total, puisque l'entreprise est repartie. Alors, comment j'ai fait? Déjà, j'ai redonné confiance aux salariés, aux clients, aux fournisseurs, aux banquiers, et puis on avait un projet commun. Et une fois de plus, cette entreprise, je l'ai pilotée avec mon staff, en expliquant les enjeux, en expliquant l'objectif. Je crois que c'est ce qui a fait d'ailleurs le fil conducteur de ma carrière, ou c'est ce qui fait aujourd'hui le fil conducteur de ma carrière, c'est vraiment la pédagogie. Alors j'ai dit que j'étais fils d'enseignant, c'est peut-être ça qu'ils m'ont légué, mais essayer d'être pédagogique, essayer d'expliquer aux gens, de se mettre en situation de collaborer et d'être l'un des maillons du dispositif. Donc aujourd'hui, qui je suis au quotidien en tant que dirigeant, je suis déjà quelqu'un qui donne une chance, le droit à l'erreur. Je crois que c'est très important, le droit à l'erreur. Si un dirigeant doit faire quelque chose, c'est déjà d'expliquer qu'il peut ou qu'il doit permettre aux gens de faire des erreurs. Si on n'explique pas ça aux gens, ils ne vont pas au bout de leurs compétences, ils ne vont pas au bout de leur expérimentation, de leurs envies. Notre rôle à nous, c'est bien de mettre en place le filet qui permet ce genre de procédure. Par contre, bien sûr, on essaie toujours de faire en sorte que ce droit à l'erreur ne soit jamais utilisé. Autrement dit, on va faire en sorte de contrôler, mais de positiver et de faire en sorte que si à un moment donné, il y a un échec, ou en tout cas s'il y a quelque chose qui se passe moins bien, il faut toujours en retirer quelque chose de positif. On a grandi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et en l'occurrence, je crois que j'ai toujours fait ça. Ça fonctionne évidemment beaucoup mieux que de limiter les gens dans leur déploiement en leur disant faites attention, ça va être dangereux, ça va être compliqué, etc., etc. Donc j'ai toujours été agréablement surpris par la compétence et l'investissement des gens à partir du moment où on leur laissait de la liberté, des moyens, et puis on leur laissait justement le fait qu'ils se construisent eux-mêmes leur raisonnement, qu'il soit technique, commercial, humain, procédurier, etc., etc., etc. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui suis au milieu de mes collaborateurs, qui pense comme eux, qui échange et qui fait en sorte que on atteigne l'objectif. Alors j'ai souvent cette phrase en tête, je leur dis toujours, l'objectif que je vous donne tous les ans, c'est de faire aussi bien avec moins d'énergie, parce que vous êtes là pour durer, ou mieux
avec autant d'énergie, parce qu'on est là pour progresser. Donc l'un et l'autre me va bien. Il y a des fois où on demande un peu plus d'énergie, mais surtout, là, c'est vraiment pour progresser. Puis il y a des fois où on a besoin de s'économiser pour durer et pour se recycler, pour faire en sorte qu'on soit toujours en énergie haute. Alors là, c'est belle. Moi, j'adore tes paroles et j'adore échanger avec toi, mais pour vivre un peu la même chose, il y a une difficulté quand même qui est la conduite du changement. Ça. Dans ta dernière société, Steelprod, donc ça fait combien de temps ? 3 ans que tu as repris Steelprod ? Ouais, ça fait 2 ans, très exactement, 2 ans. 2 ans. Tu prends la suite de quelqu'un qui part en retraite, oui. Donc qui avait sans doute un peu moins d'énergie, qui avait sans doute une façon de manager différente. Comment on fait pour modifier les habitudes ? Même si c'est positif, hein, le changement, c'est souvent compliqué. Donc, comment tu as fait pour leur expliquer qu'on allait travailler différemment et que finalement, voilà, ça marche aussi, qu'il y a une autre méthode ? Alors, déjà, j'ai un peu observé comment ils fonctionnaient, parce qu'avant de dire comment on voudrait que fonctionner, il faut déjà essayer de comprendre comment eux fonctionnent. Les attentes des clients, enfin bref, j'ai fait tout un tas de relevés qui me permettaient d'être un petit peu plus pragmatique sur mes attentes et mes présentations. Et comment on fait ? On essaye d'avoir une vision, de se dire comment je vois l'entreprise, quels sont ses avantages, quelles sont aussi ses faiblesses, et comment je la vois d'ici 5 années. Et comment je vois les gens dans le dispositif, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour s'inscrire dans cette évolution, et quels sont les enjeux pour eux, quels sont les moyens que je vais leur donner, quels sont les avantages qu'ils vont en retirer. Et ça, c'est quelque chose qu'on montre à tous les personnels de l'entreprise. Autrement dit, ce plan stratégique, il doit être décliné d'abord au niveau N-1, mais assez vite sur l'ensemble de l'entreprise pour faire en sorte que s'il y a des objections, si les gens ne comprennent pas, il faut mieux qu'ils le disent avant, et puis qu'on essaye de faire en sorte que ça soit bien compris, bien admis. Après, il faut un peu de persévérance. C'est vrai qu'il y a des fois, ça a été compliqué depuis 2 ans. Il y a eu des moments très compliqués. Mais ce qu'il faut, c'est aussi toujours être vraiment décidé à atteindre l'objectif. Écoutez ce que les gens vous disent, parce que ils vous disent souvent des choses très claires, et puis être endurant sur l'entraînement qu'on peut se donner justement pour avancer, et puis saluer aussi les succès, saluer les concrétisations qui arrivent au fur et à mesure. Comme je te le disais, c'est aussi être le garant et être la sécurité du dispositif en disant « je vous donne le droit à l'expérimentation, je vous donne le droit à l'erreur ». Donc voilà, c'est tout ça qu'on met ensemble, on essaye de faire réfléchir les gens. Alors j'ai pas mal travaillé depuis 2 ans aussi sur la formation, on a beaucoup plus été en formation depuis 2 ans qu'on a été à l'époque, notamment en formation communication, mais aussi en définition de poste, en formation technique. Et puis j'ai un peu changé les missions de chacun, donc j'ai réexpliqué un petit peu l'organigramme entre les uns et les autres. Mais très vite, on s'aperçoit que les gens aiment le changement. Oui, en fait, ils le suivent, ils l'aiment et ils l'impulsent. Oui, dans la mesure où ce changement-là, ils le comprennent, et que ce changement, il est à une vitesse qui leur convient quand même, c'est-à-dire pas trop accéléré non plus. Moi, j'ai trop mal vécu ce que j'ai vécu dans les grands groupes, à savoir qu'on nous plaque des stratégies qu'on comprend pas, qu'on n'a pas vu venir, et où on ne sent pas les moyens venir, qui fait qu'aujourd'hui, dans une PME, c'est tout l'inverse que je fais. Je mets en place des stratégies, je prends le temps pour expliquer, je prends le temps pour faire adhérer, et je donne surtout les moyens et les avantages au bout du compte. Parce que les gens, vous pouvez les faire changer à partir du moment où ils y voient un peu leurs intérêts et collectifs et personnels. Et est-ce que tu as un moment comme ça, enfin je sais pas, ça me vient en tête, de plaisir, ou de dire « Ah putain, j'ai réussi », style un opérateur est venu vers toi, un opérateur de base, enfin j'ai rien de... Voilà, et qui dit « J'ai une idée, monsieur le patron, si on fait ça, on va... » Enfin, est-ce que tu as un moment, tu dis « Ah putain, ça c'est génial que cette personne-là soit venue me voir pour faire progresser l'entreprise, et ça veut dire que j'ai réussi ma mission. » Ils l'ont bien compris. Oui, alors j'en ai souvent. Alors j'ai oublié de dire aussi que moi j'habite à Nantes encore, mais j'ai eu des emprises sur Nantes, et là maintenant une emprise sur la Séguinière, côté de Cholet. Et c'est vrai que la mentalité est un peu différente. La personne autour de Cholet est vraiment une personne souvent entrepreneur, c'est-à-dire qu'elle apporte des idées, et elle a qu'une envie, c'est que le patron l'écoute et mette en place. Donc c'est plutôt facile pour nous. Mais oui, au quotidien, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, si on fait ça, ça nous permet de gagner du temps. Si on avait cette machine-là, alors on pourrait faire ça, mais j'ai déjà pensé au prix que
ça coûte et ce que ça pourrait nous rapporter. Donc oui, au quotidien, j'en ai vraiment des satisfactions. Et j'ai envie de dire aussi, si je veux élargir un peu la question, toutes ces satisfactions-là, moi, je les capitalise tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, j'essaye, j'ai un peu de route à faire quand je rentre le soir, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce qui s'est passé de bien aujourd'hui dans mon entreprise, qui m'a apporté des satisfactions et qui a reçu des satisfactions de cette journée de travail. Et quand on fait ça au quotidien, je peux t'assurer que d'abord on se donne confiance, et le lendemain on n'a qu'une envie, c'est de repartir, on a l'impression que toute journée est utile. C'est positif tes messages, Gilles. Et j'avais une avant-dernière question. Tu as vécu des PME, tu as vécu des grands groupes, et là tu dis, là c'est ma boîte, et tu m'as dit, il est hors de question que je la vende à un grand groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pour l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie que cette entreprise elle appartienne à des salariés, à des personnes à part entière, qu'elle soit pas reprise par un grand groupe, parce que je pense qu'elle apporte quelque chose de différent. Et que dans l'offre des entreprises en France, on doit avoir des grandes entreprises, on doit avoir des petites entreprises. Moi, je crois beaucoup à l'ascenseur social. C'est-à-dire que je crois beaucoup que l'ascenseur social est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans une PME que dans un grand groupe. Quand je suis parti d'un grand groupe, c'est parce qu'on me parlait de niveau scolaire qui me permettait d'avoir ce qu'on appelle une courbe de potentiel. La courbe de potentiel, c'est un truc que je ne peux pas supporter. À l'inverse, moi, j'adore avoir des gens qui n'ont pas le bac et qui finissent par être des cadres éminemment dirigeants d'une entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, parce que je me dis que la vie ne s'arrête pas au diplôme qu'on a en fin d'adolescence, mais la vie continue jusqu'au bout de sa vie professionnelle, et après, on a une autre vie encore. Et ma dernière petite question, c'est du fait de ton expérience, Gilles, et je la pose souvent à la fin aussi, quel est le message que tu voudrais passer aux plus jeunes, alors peut-être dans ton cas aux jeunes ingénieurs qui sortent, quel message tu as à leur diffuser s'ils veulent devenir dirigeants demain ou autre chose ? Le message, c'est d'aimer les gens, c'est-à-dire de s'y intéresser, de faire le travail qu'ils font, de s'apercevoir que ce qu'ils font n'est pas si simple, aussi d'être avec ces études, d'être capable d'améliorer leur quotidien, de leur apporter des solutions, de les tirer vers le haut parce qu'ils le souhaitent, et en tout cas de les laisser aussi à la place qu'ils veulent quand ils le veulent, de s'occuper au quotidien de notre entourage fait que le groupe est plus fort et que la réussite est totale. Donc qu'on soit ingénieur ou qu'on soit en management, il faut vraiment aimer l'autre et s'intéresser à lui vraiment pour faire en sorte que son travail de manager soit le plus efficace possible. Merci Gilles. Merci. Merci, à bientôt. Merci.